Le gouvernement vient d'annoncer qu'il réformerait la SNCF par la voie des ordonnances. Et puis il y a d'autres sujets que nous aborderons ce matin avec Lydia Guérouz, qui est porte-parole des Républicains. Lydia Guérouz, bonjour. Bonjour. Alors, donc, on le sait depuis quelques minutes, là, le Premier ministre a annoncé que ça serait par la voie des ordonnances que la SNCF serait réformée. Votre avis ? Mon avis, c'est que c'est encore une fois une forme de brutalité, de mépris du Parlement, que de passer par les ordonnances et de mépris aussi du dialogue social et des syndicats. Mais le Premier ministre a souligné que si tout se passait bien, s'il n'y avait pas de blocage du pays, si le dialogue parlementaire continuerait, y compris le dialogue syndical d'ailleurs. Ça n'empêche pas, comme ça a été fait pour le Code du travail. Il ne faut pas que ça devienne une habitude quand même de réformer par ordonnance, parce qu'à ce moment-là, on se demande un peu à quoi sert le Parlement. Et je trouve qu'ils ont tendance à passer par ordonnance et à nier le débat parlementaire. Alors pour l'instant, l'information vient de tomber. Ouais. Je ne peux pas réagir très précisément puisque je n'ai pas l'ensemble des informations. Ouais. Mais il ne faut surtout pas que gouverner par ordonnance, c'est une forme de brutalité, ça ne doit pas devenir une habitude. Plus d'embauches au statut parmi les cheminots, pour ceux qui vont être embauchés à l'avenir, ça vous paraît une bonne chose ? Encore une fois, on est au stade du projet, donc je ne sais pas ce que ça peut revêtir vraiment. Il faut voir plus précisément, mais il faut une réforme du statut des cheminots, ça c'est une certitude. Il faut réformer la SNCF, vous êtes d'accord sur le principe ? Sur le rapport Spinetta, ce sont des observations qu'on a fait de longue date. La SNCF multiplie les pannes, multiplie les retards. Il y a une vraie grogne de la part des usagers. Elle a une grosse dette. Et il faut la réformer. Mais ça ne doit pas se faire de manière brutale et ça ne doit surtout pas se faire en revenant sur les lignes qui desservent les communes rurales. Le Premier ministre a écarté ça. Pour ne pas accentuer la fracture territoriale. Il l'a écarté pour le moment. Attendons de voir s'il l'écarte vraiment et définitivement. Vous redoutez qu'il y ait une paralysie du pays à la faveur de cette réforme ? Je ne sais pas pour le moment, puisque je ne sais pas ce qu'il y aura dans cette réforme. Mais encore une fois, il ne faut surtout pas mépriser les partenaires sociaux et il faut pouvoir dialoguer, être dans l'écoute. Et le gouvernement et le président ne sont pas véritablement dans l'écoute. On a pu le voir également au salon de l'agriculture. Alors c'est assez étonnant de vous écouter parler, parce que c'est une réforme que la droite aurait rêvé faire, comme celle du Code du travail, comme beaucoup d'autres. Mais néanmoins, vous êtes dans la critique. Parce que nous, on est quand même dans une opposition qui fait des propositions. On a pu le voir avec le projet de loi immigration. Nos parlementaires se sont réunis et ont fait des contre-propositions à ce projet de loi qui semble être dans la fermeté. Mais c'est le gouvernement de l'illusion. Le projet de loi immigration, il n'est pas encore sur la table. On a fait des contre-propositions et avec le discours du gouvernement, on a eu l'impression qu'ils étaient dans la fermeté. Or, vous avez l'AME qui explose de plus de 110 millions d'euros pour quasiment atteindre le milliard d'euros. Ça, c'est un appel d'air sans précédent en direction des migrants. Vous avez également dans ce projet quelque chose d'extrêmement dangereux qui est une bombe à retardement. C'est l'élargissement du regroupement familial aux collatéraux, c'est-à-dire aux frères et sœurs des mineurs qui vont avoir le droit d'asile. Ça, c'est quand même un signal qui est envoyé, qui est extrêmement dangereux et qui est une bombe à retardement. Donc, derrière les mots de fermeté, il y a quand même des décisions qui sont celles de la lâcheté. Par exemple, vous pourriez imaginer, vous pourriez dire, le projet de loi, effectivement, asile et immigration ne nous convient pas, mais celui de la SNCF, ça nous convient. Écoutez, il faut qu'on voit dans le détail ce que contient ce projet sur la réforme de la SNCF, la méthode, mais aussi le contenu. Et à ce moment-là, nos parlementaires et les Républicains se prononceront sur le projet de loi immigration. Nous avons fait des contre-propositions et nous attendons du gouvernement qu'il les entende. Alors, je sais que vous êtes sensible au sujet. Le plan qui a été présenté la semaine dernière sur la déradicalisation des djihadistes, est-ce qu'il vous convient, lui ? Alors, il ne me convient pas parce que c'est encore une fois un plan qui s'attaque aux conséquences et pas aux causes de la radicalisation. Un peu plus que les précédents quand même. Il s'attaque aux conséquences et pas aux causes. À aucun moment ils ont utilisé et ont évoqué la question du communautarisme qui est le terreau fertile de la radicalisation. Ça, je le regrette profondément. Donc, je crois qu'encore une fois, ils ont
tenté d'utiliser des mots assez durs. Ils sont faits dans l'illusionnisme, mais c'est assez creux, c'est assez vide, et il faut anticiper sur les problèmes de radicalisation. Et pour cela, il faut pouvoir, par exemple, fermer les mosquées salafistes. Gérard Collomb a parlé d'une centaine de mosquées salafistes présentes en France, et il a annoncé que seulement 3 ont été fermées depuis qu'il est arrivé au ministère de l'Intérieur. On voit bien qu'il y a quand même une vraie contradiction entre les paroles et les actes. Tout le dispositif en a régné en disant il faut s'attaquer à l'école, il faut s'attaquer au quartier, il faut s'attaquer aux entreprises, il faut s'attaquer... Écoutez, il faut s'attaquer à l'école. Pourquoi M. Blanquer ne remet pas en place la circulaire Chatel qui interdit aux mères accompagnatrices de faire preuve de prosélytisme en venant voiler à l'école? Il nous met en place un comité des sages. Ça, vous voudriez qu'ils reviennent dessus? Évidemment. Mettre en place un comité des sages, c'est déjà l'aveu de ne pas vouloir s'attaquer à ce problème, et c'est un aveu de faiblesse. Le comité des sages, vous savez, ça ne fera rien. On sait quel est le principe, c'est la laïcité. Il faut l'appliquer de manière très ferme. Et là-dessus, ils sont vraiment dans la faiblesse, y compris M. Blanquer. Alors, Laurent Wauquiez a essuyé une polémique la semaine dernière terrible. Elle est éteinte. Est-ce que vous la regrettez, cette polémique, ou au contraire, est-ce que vous estimez que ça a donné du caractère à Laurent Wauquiez? Moi, je regrette toujours quand ce type de méthode est utilisée. C'était des enregistrements illégaux qui ont été diffusés. Et maintenant, écoutez, Laurent Wauquiez très courageusement a assumé. Donc voilà, c'est derrière nous, on ne va pas en parler éternellement. Mais ça vous gêne quand même? Vous auriez préféré qu'elle n'ait pas eu lieu? Il a assumé très courageusement. Il a un franc-parler qu'il assume, un parler cash. Il est dans la clarté, contrairement au gouvernement qui est toujours dans l'ambiguïté et l'illusion. Donc ce parler cash, certains appellent ça de la trumpisation. Je vais vous dire, après la lepénisation, après la droitisation, le nouveau concept à la mode est la trumpisation. On attend le prochain concept à la mode qui sera repris en boucle. En dehors des mots, est-ce que c'est la bonne ligne qu'il faut adopter? Est-ce que c'est le bon discours qu'il faut avoir? La ligne, c'est celle d'un homme politique qui s'appelle Laurent Wauquiez, qui a une colonne vertébrale et qui s'y tient, qui a des convictions solidement ancrées et qui s'y tient. Voilà, il est dans une recherche d'être dans la fidélité à ses convictions, à ses valeurs et à son projet. Il n'y a pas de double discours, et je crois que ça, on peut le saluer et on peut l'encourager. Et tout le monde est derrière lui dans le parti? Vous ne sentez pas de flottement? Alors qu'il y a, la semaine dernière, il y en a quelques-uns qui ont pris du retrait ou qui sont carrément partis. Alors moi, je suis toujours, je m'amuse de ça, parce que je trouve que c'est quand même des personnes qui souvent étaient déjà parties, donc ça clarifie notamment, un petit peu la situation. Vous pouvez quand même le reconnaître. Monsieur Bussereau notamment? Oui, ils sont déjà partis. Donc là, voilà, ils partent très clairement. Il y a un moment, Laurent Wauquiez, il a fait un choix, c'est celui du renouvellement, celui de la jeunesse, celui de redonner un nouveau souffle à la droite pour faire un vrai parti d'opposition. Et je crois que ça, encore une fois, on peut le saluer. On regarde droit devant nous, on est tourné vers l'avenir, et après, s'il y a des esprits chagrins, on les laisse, voilà. Votre potentiel électoral, il est plutôt du côté de ceux qui ont voté Marine Le Pen à la présidentielle, ou au contraire, d'aller récupérer ceux qui auraient pu voter pour Emmanuel Macron? Nous parlons à l'ensemble des Français, et nous sommes vraiment ancrés dans les problèmes que rencontrent les Français, comme le pouvoir d'achat, par exemple, la lutte contre le communautarisme. Alors vous avez dit sur le pouvoir d'achat, la cour du pouvoir d'achat sera à Emmanuel Macron ce que celle du chômage a été à François Hollande. Bien sûr, et d'ailleurs, regardez, au Salon de l'Agriculture, il s'est attaqué, il a d'ailleurs instrumentalisé la détresse des agriculteurs face aux cheminots en disant, vous avez ici des agriculteurs qui souffrent, donc je vais réformer. On ne doit pas instrumentaliser la détresse des agriculteurs. Il a été au Salon de l'Agriculture, mais il s'attaque quand même au pouvoir d'achat des agriculteurs, puisqu'il augmente les cotisations des agriculteurs qui vont perdre cette année à peu près, je crois, 300 € à cause de l'augmentation des cotisations, sans parler de la hausse des taxes. Donc c'est ces sujets-là sur lesquels on va agir au sein des Républicains. On ne va pas être dans l'incantation ou dans les discours assez flous. On va parler des vrais sujets qui intéressent les Français. Et là, vous sentez qu'il y a du répondant? Il y a toujours autant d'adhérents qui, depuis l'émission de Laurent Wauquiez, l'émission politique. Vous savez, Laurent Wauquiez, il a gagné l'élection, 74%. Ouais. On a gagné 2 législatives partielles, dont une où s'était déplacé Édouard Philippe et Castaner pour essayer de nationaliser cet enjeu. Scrutin. Je crois que la réponse des électeurs a été très claire. Ils l'auront démontré que les Républicains étaient sur la bonne voie. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Avec Laurent Wauquiez, on reconstruit, on avance et voilà. Et on reste sur notre
notre cap, déterminée à être une force d'opposition tout à fait crédible et déterminée à démontrer les ambiguïtés du gouvernement. Votre parti, qui a toujours été un peu divisé quand on parlait d'Europe, entre ceux qui ont des tendances plutôt souverainistes, d'autres qui ont des tendances plutôt pro-européens, arrivera à avoir une parole commune pour les élections européennes de 2019. On ne peut pas parler de division sur cette question. On peut parler d'une diversité des visions. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la bonne santé d'un parti politique. Les Républicains, ce n'est pas une armée. Ce n'est pas comme la République En Marche où ils avancent tous en obéissant. Il y a une diversité de visions sur la question européenne. Il y aura un débat. Nous ne craignons pas les débats. Vous ne redoutez pas ce débat? Absolument pas. Absolument pas. Et à l'issue de ce débat, on va trouver un projet et tout le monde défendra ce projet pour les européennes. Alors Jean-François Copé s'est exprimé ce week-end, il parlait lui des municipales et notamment à Paris, et il se disait favorable à une liste commune entre la République En Marche et les Républicains pour battre absolument Anne Hidalgo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je crois qu'il est quand même très prématuré de parler des municipales. En plus, je trouve que ça fait vieille politique, un peu tambouille politicienne. On s'arrange pour les municipales sans savoir de quel projet il s'agit. Je crois que, honnêtement, ça fait vraiment politique de l'ancien monde. Pas d'arrangement, notamment à Paris ? Nous sommes vraiment nous sommes l'opposition et nous allons essayer de gagner la mairie de Paris sur un projet très clair. Donc non, je n'ai pas envie de rentrer dans ce type de tambouille politicienne d'ancien monde. Évidemment qu'il faut battre Anne Hidalgo, évidemment. Je crois qu'aucun Parisien pourra vous dire que c'est un bon maire sur tous les sujets. D'accord. Depuis maintenant quelques mois, la France et le monde d'ailleurs vivent au rythme du phénomène MeToo. Donc ces femmes qui dénoncent des agressions sexuelles. Est-ce que vous estimez qu'en France, le sujet a été bien posé ou au contraire, il y a eu des débordements, des dérives ? Bon, quand une femme est victime de harcèlement sexuel, il faut qu'elle puisse le dénoncer. Mais il ne faut pas qu'on arrive à une société de la dénonciation sans preuve tangible. Moi, j'ai un regret là-dedans. Oui. C'est que la parole de la ministre des Droits des Femmes a été bien trop faible sur ces questions. Bien trop faible, et notamment sur les affaires qui sont en cours, notamment au sein du gouvernement. Je trouve qu'elle ne prend pas la parole de manière suffisamment forte pour dénoncer des pratiques qui existent quand même dans le monde politique et dans le monde de l'entreprise. Gérald Darmanin n'a plus sa place au gouvernement. J'aurais aimé qu'elle fasse preuve de plus de courage pour dénoncer ces pratiques qui existent dans le monde de l'entreprise et dans le monde politique. Elle ne l'a pas fait par solidarité gouvernementale ou peut-être pour préserver sa place. Et je crois que c'est une faute de la part de la ministre des Droits des Femmes. Gérald Darmanin, nous avons une position au parti. Nous demandons sa démission parce que nous estimons qu'il ne peut pas, pour la sérénité de l'action publique, poursuivre, et par cohérence aussi avec les 4 autres ministres qui ont eu à démissionner quand ils étaient face à des affaires plutôt financières. Alors, lorsqu'on a affaire à une affaire de violence aux femmes, Modem, pourquoi ne pas démissionner ? Je crois que c'est assez regrettable. Nous sommes avec Lydia Guirousse et nous continuons avec vos questions, chers internautes, qui vont être posées par Julie Coulon pour Prophésie. Bonjour Yves, bonjour Lydia Guirousse, pardon. Alors on a plein de réactions en ce moment sur le Figaro.fr et sur la page Facebook du Figaro. On a une première réflexion de Marc qui nous dit « Madame Lydia Guirousse, vous prenez le changement aux Républicains, mais quand je vois qu'ils sont encore les dirigeantes de ce parti, j'ai un doute sur le changement. » Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, moi j'ai 33 ans, je suis porte-parole des Républicains. Vous avez Fabien Di Filippo qui a à peine 30 ans, qui est secrétaire général adjoint des Républicains. Virginie Calmels qui est aussi numéro 2 du parti. C'est toute une nouvelle génération. Qu'on entend peu depuis une semaine. Elle est en vacances avec ses enfants. Je crois qu'on a aussi le droit d'avoir une famille et de prendre des vacances quand on est un responsable politique. C'est toute une nouvelle génération qui est à la tête des Républicains et qui au travail est déterminée à reconstruire la droite française. Alors on a Alexandre qui est un habitué de l'émission qui nous demande, ancienne membre de l'UDI, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre les Républicains et à soutenir Wauquiez qui est loin d'être centriste ?
Alors moi j'étais surtout au Parti radical valoisien qui ensuite avait rejoint l'UDI. J'étais au Parti radical valoisien parce que c'est le parti historique qui défend la République et la laïcité, et j'ai un combat sur ces sujets, notamment à travers mes ouvrages, où j'ai été parmi les premières à dénoncer la montée du communautarisme islamique et de l'islam radical dans les quartiers. Moi Nicolas Sarkozy m'a appelé à l'époque parce que dans ce livre qui s'appelait Allah est grand, la République aussi, je défendais avec beaucoup de clarté, beaucoup de courage ces sujets-là. Et il me semble qu'à l'UDI, ils ont déserté ces questions. Donc moi, je ne peux pas me retrouver c'est pour ça que vous êtes allé aux Républicains. Là-dessus. Nicolas Sarkozy m'avait appelé et oui, effectivement, j'ai rejoint les Républicains aussi pour cette défense très claire de la laïcité et de la lutte contre le communautarisme. Et Alexandre, toujours qui nous demande, qu'avez-vous pensé du rapport Taché ? Oh, le rapport Taché, je trouve qu'il y avait beaucoup... Alors, il faut peut-être dire ce que c'est que le rapport Taché. Alors, le rapport Taché, c'est la mention sociale, entre guillemets, de la loi Asile-Immigration. Exactement, qui traitait d'un volet sur l'intégration de manière très naïve. Dans ce rapport, vous avez, je crois, plus de 150 fois le mot droit et 3 fois le mot devoir. Je crois que ça suffit pour donner un petit peu la température de ce rapport. C'est un rapport qui est dans la continuité de ce que peut faire une politique de gauche, enfin la pire politique de gauche qui puisse exister. Autre question. Alors, on en parlait à l'instant avec le hashtag MeToo, etc., avec donc la position des femmes en général. Alexandre nous pose une question par rapport à ça. Il dit, hors politique, la robe de la députée Aurore Berger dans l'émission Salut les Terriens a fait beaucoup parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, donc avec Alexandre, qui dit « Lorsqu'on est député de la nation, on ne peut pas s'habiller n'importe comment ». Je crois qu'Aurore Berger, comme n'importe quelle femme, ne doit pas subir de propos sexistes ou de remarques sur sa tenue vestimentaire. Je mettrai quand même un bémol qui ne sera pas politiquement correct. Je crois qu'en tant que représentante de la nation, il y a une tenue qui doit être quand même appropriée. Il me semble que là, on n'était pas dans une tenue qui relève de la féminité assumée, mais c'était plutôt de la vulgarité. Et bon, chez La République En Marche, on n'est jamais trop loin de la vulgarité. Vous avez cette députée qui se plaint de manger des pâtes à cause de son salaire de députée, cette autre députée qui se plaint de ne pas pouvoir acheter une Porsche à son mari. Voilà, ça devient quand même donc une la marque tenue d'Aurore Berger n'était pas appropriée ? Je pense qu'il suffit de la regarder pour comprendre que c'était pas approprié, et c'est une femme qui porte très souvent des mini-jupes qui vous le dit, mais à un moment il faut savoir quand même voilà, être à sa place et porter une tenue qui ne soit pas dans l'excès. Alors peut-être cherchait-elle le buzz, c'est un peu mal tombé en période de grand froid cette tenue. Dernière question. Alors dernière question, on change totalement de sujet, c'est Xavier qui nous demande si Laurent Wauquiez était au pouvoir, que ferait-il pour faciliter l'embauche des personnes handicapées ? Je crois qu'il faut de vraies négociations avec les entreprises pour favoriser l'embauche des personnes handicapées. Vous savez, vous pouvez être handicapé à n'importe quel moment dans votre vie, et ça ne limite pas vos capacités. Vous pouvez avoir un accident et continuer à être journaliste. Donc, je pense que les personnes handicapées, il faut les soutenir, mais il faut aussi les traiter on fait assez comme en France pour les handicapés ? Non, je crois qu'on a quand même un peu de retard, et il faut jamais perdre de vue qu'à n'importe quel moment, on peut aussi tomber en situation de handicap. C'était Lydia Guirous, une des porte-paroles des Républicains, qui nous répondait ce matin. Merci Lydia Guirous. Merci à vous aussi. Merci Julie pour vos questions, et merci chers internautes. À demain pour de nouvelles aventures.